Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo impression sur la saison 9 de la série animée Lego Ninjago, donc traqué. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner mes impressions sur l'épisode 88, donc le quatrième épisode de la saison intitulé, si je ne dis pas de bêtises, Comment construire un dragon. Et donc un épisode qui commence bien, sur une vision du passé, visiblement de Jay qui rencontre Wu avant que celui-ci ne l'intègre à son équipe de ninja justement alors que Jay faisait des cascades en ville. Et donc d'ailleurs, oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment des visions du passé, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou alors est-ce que c'est juste des sortes de visions un peu comme ça de Sensei Wu qu'il voit dans une sorte de vision imaginée, voilà. Tant plus que des visions comme ça, il me semble que ce n'est pas la première qu'on a eue, vu qu'on a déjà eu Cole, qu'on avait eu une par le passé dans la saison 8, si je ne dis pas de bêtises, mais je peux me tromper, donc n'hésitez pas effectivement à me corriger si c'est le cas. Et donc justement, une vision qui va un peu inspirer le plan des ninjas pendant tout le reste de l'épisode. Donc là encore, on va peut-être commencer, non pas par les ninjas, parce que c'est un peu eux qui ont le plus gros morceau de l'épisode, mais plutôt justement à ce qui se passe au niveau de Ninjago City, car là c'est beaucoup plus rapide en fait. Donc le petit discours de Lloyd du dernier épisode est bien passé. D'ailleurs, effectivement, c'est assez intéressant parce que j'ai un peu repensé entre temps, et c'est vrai que le discours de Lloyd, qui faisait un peu la part belle à l'union, à l'unité, est bien été en directe opposition un peu au show télé des fils de Garmadon, qui forcément mettait en avant le fait de trahir son concitoyen, de le dénoncer pour l'argent. Et donc justement, on a un peu, je trouve, l'opposition entre ces deux choses qui est assez intéressante, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment remarqué par le passé. Voilà. Et donc justement, le discours a bien eu lieu, donc on les voit qui sont rentrés. Ce qui est juste intéressant de noter, c'est que justement, ils font un peu le point sur qui pourraient être leurs alliés potentiels, donc ils passent en revue d'autres maîtres élémentaires ou encore les serpents, et à chaque fois, en fait, c'est justifié pourquoi, enfin à chaque fois, excusez-moi, c'est justifié effectivement pourquoi ils ne sont pas là, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui se poseraient la question, par exemple, de pourquoi il n'y a pas tel ou tel personnage qui viendrait les aider. Là, au moins, c'est expliqué, et honnêtement, hormis ça, tout le reste, c'est d'un côté Daref qui se sent un peu rejeté et qui veut des pouvoirs, donc il demande de la Mistake qui lui fait boire une très grande boisson, et donc à la fin de l'épisode, il a effectivement son pouvoir brun, qui ne sert pas à grand chose, je suppose, si ce n'est faire une petite flamme de couleur, et lui donner bien sûr envie d'aller aux toilettes. Et donc c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il ira dehors, et qu'il se rendra compte que les fils de Carmadon se préparent à tendre une embuscade sur le QG de la résistance. Car en effet, autre point au niveau de Ninjago City, c'est le fait que on a vu ce qui est arrivé à Mystery la dernière fois, et là justement, ça risque d'arriver à Harumi, car on voit bien qu'elle a à nouveau échoué, donc de protéger Garmadon, alors que son fils était dans la tour lors du précédent épisode, et donc justement, Garmadon est bien prêt, il lui fait savoir que il n'éprouve absolument rien pour elle, et qu'il est prêt effectivement, entre guillemets, un peu à l'éliminer du fait de son échec à le protéger. Sauf qu'elle révèle qu'il sait où il se cache. Alors ça par contre, je dois vous avouer que je ne sais pas trop comment elle le sait. Il me semble qu'il n'y avait rien dans les épisodes précédents qui laissait suggérer qu'elle savait justement où était leur QG, dans l'endroit où le traitement d'ordures. Donc je sais pas trop d'où elle sort cette information-là, mais j'ai peut-être dû zapper un truc, là encore, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, elle le sait, et donc c'est ça qui lui évite la mort. Et d'ailleurs, on peut remarquer que Ultraviolette n'hésite pas à bien se faire voir de la part de Garmadon afin de ne pas être touchée. Donc en fait, elle lance carrément, on va dire qu'elle rejette bien la faute sur Harumi, alors que pourtant Harumi était auparavant son ancienne chef. Mais je suppose honnêtement que Ultraviolet n'est pas vraiment un personnage à avoir beaucoup d'allégeance envers un chef ou un leader. Tant qu'elle peut causer du massacre, elle ira où bon lui semble et où on l'accepte, et chez les plus forts. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle n'ait pas vraiment de loyauté envers Harumi, en tout cas pas plus que ça. Et donc voilà, ça montre surtout au final que Harumi, elle est bien mal partie, parce que c'est vrai que en restant Garmadon, elle voulait un peu avoir une sorte de parent, un peu de substitution. Elle voyait Garmadon comme un être puissant qui avait mis fin au serpent, au grand dévoreur. Et là, forcément, tout de suite, un peu, c'est la grosse désillusion pour Harumi. Donc ça, c'est intéressant du fait de son développement de personnage qui, forcément, ne fait pas vraiment qui est un peu, comment dirais-je, qui a un peu de mal depuis le début de la saison à trouver un peu sa place face à l'empereur Garmadon qui est tout puissant et qui demande des résultats qu'elle ne peut vraiment, entre guillemets, réussir à, comment dirais-je, à obtenir. Voilà, à obtenir.
Bref, tout ça pour dire que ensuite on passe à tout ce qui est Royaume des Dragons et des Oni, où justement on revient là encore d'une chasse victorieuse aux dragons du vent, et donc tous les chasseurs de dragons veulent faire une sorte de gros banquet pour manger le dragon. Alors c'est assez intéressant aussi, vu que la dernière fois qu'on a vu les dragons, ils étaient soit utilisés pour faire du feu pour leur forge, soit en tant que monstres de combat dans leur arène. Donc c'est aussi intéressant de voir que ils mangent aussi les dragons, ce qui semble plutôt logique, hein, parce que on n'a pas vraiment vu d'autres animaux dans le royaume jusqu'à présent. Donc effectivement, il faut bien se nourrir, et donc pourquoi pas manger carrément les dragons. Donc ça se tient, et donc en effet, Cole et Wu, qui sont toujours sur le déguisement des Danger Buff, arrivent à nouveau reprendre contact avec les ninjas, et ils décident tous ensemble de mettre au point un plan. Donc c'est grâce à la vision de Jay qui est au début de l'épisode, et d'ailleurs Jay qui entend aussi le message radio de Lloyd, qui visiblement est entre guillemets intercepté depuis le Royaume des Dragons et d'Oni. Alors ça, il faudra m'expliquer comment ils font. Ils doivent avoir des antennes radio ultra puissantes à Ninjago City, parce que pour arriver à propager l'onde à travers les royaumes, ça me semble quand même plutôt balèze. Mais bon, ça après, c'est peut-être encore une sorte de vision qu'il a eue, etc. Un truc qu'il a imaginé. Et bref, justement, la vision qu'il a eue avec vous lui permet de mettre au point un plan, faire croire que le Firstborn arrive dans dans le village, effectivement, dans la mort sans issue, afin de semer la pagaille et que les ninjas puissent enfin s'échapper tranquillement, quoi. Qu'ils aient enfin une vraie solution pour s'échapper et pas juste un truc trouvé à la dernière seconde, comme c'était le cas lors du 3e épisode. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir en quoi sont faites en fait les chaînes des chars de dragon. Il me semble pas que ce soit mentionné par le passé. Auparavant, on a eu d'autres types de matériaux, comme par exemple le Deepstone avec les fantômes, qui avait été donc mentionné, une pierre assez puissante. Mais là, c'est vrai que cette espèce de pierre un peu orangée, on ne sait pas trop d'où elle vient, ni ses facultés, je ne sais pas si on a en tout cas, mais ça pourrait être intéressant qu'il y ait un peu plus de développement à ce niveau-là. En tout cas, le plan donc consiste à faire un faux dragon, faire croire que c'est le Firstborn, si je l'ai pas déjà dit, et donc un plan qui se passe, ma foi, enfin, qui foire au début, puis après Wu décide de prendre les commandes vu que Cole était visiblement un peu trop lourd, et le plan marche parfaitement bien, même un peu trop bien, vu que justement il y a un vrai Firstborn qui débarque et qui met vraiment le chaos, hein. Et ça, les ninjas, puis ensuite Iron Baron s'en rendent compte, mais un peu trop tard. Donc les ninjas, forcément, ça leur permet de revenir sur leurs pas et de libérer le dragon du vent, hein. C'est Kai qui le fait, et Iron Baron, quant à lui, veut rapidement prendre sa revanche contre les ninjas, mais n'a pas le temps parce que les dragons passent encore plus à l'attaque, et donc ça permet aux ninjas de s'en aller enfin du camp. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas, vu que Iron Baron fini dans du crottin. Donc petite référence à Retour vers le futur. D'ailleurs, on pourra aussi noter le fait que la petite musique, quand ils essaient de construire leur vaisseau, leur faux dragon métallique, fera un peu penser à Mission Impossible, et il y a aussi un truc un peu rigolo façon cartoon, quand Wu décide de courir à toute vitesse à un moment. Donc effectivement, quelques petites références ici et là dans l'épisode qui sont assez marrantes. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'on voit que Firstborn a aussi des pouvoirs de classe. Alors c'est vrai que c'est la mère de tous les dragons, mais toutefois, comme on la voit avant toute couleur rouge, on peut penser qu'elle lance du feu, mais pas spécialement de la glace. Or, elle a aussi ce pouvoir de glace, et on peut se demander si elle a justement tous les pouvoirs de tous les dragons, vu que c'est la mère de tous les dragons. Voilà, hein. Donc c'est un peu la question qu'on peut se poser, en tout cas, après avoir vu cette attaque, ma foi, qui était assez imposante, et qui justement, l'a encore fait directement opposition à l'épisode précédent, où le dragon était seul contre tous, et où il a perdu. Alors que là, c'est complètement l'inverse. On a d'abord un dragon, puis ensuite plusieurs qui mettent complètement le camp, alors j'allais dire à feu et à sang, mais pas vraiment, mais en tout cas qui mettent le camp à feu. Ça, c'est véridique, c'est très clairement clair. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc là encore, qui était rythmé de façon peut-être un peu plus lente que le précédent, j'ai trouvé beaucoup de temps passé effectivement dans le royaume des Oni et des dragons, avec le plan qui prend au final forme, hein, au fur et à mesure. Surtout Wu, à nouveau, qui montre qu'il est vraiment téméraire et prêt à passer à l'action, ce qui est vraiment plutôt cool là encore, et qui aide au développement de son personnage. Après, du côté de Ninjago City, il se passe beaucoup moins de choses, mais forcément, avec l'embuscade qui se prépare, ça ne saurait ça ne saurait tarder, hein, au niveau de l'action. Toutefois, j'ai quand même bien apprécié justement le côté un peu mise en place d'un plan à exécution tout au long de l'épisode, vu que ça change un peu justement des épisodes qui sont entièrement centrés sur l'action. Donc ça fait que on avait vraiment un peu le côté de Wu qui aide aussi bien dans le passé, hein, donc qui inspire à Jay le plan, que Wu qui aide dans le présent, avec justement lui qui prend les commandes de Dragon Mécanique et qui aide à semer la terreur dans le camp
des chasseurs de dragons. Donc justement, là, ce côté un peu plus calme, voir le plan qui entre en exécution et tout, était vraiment sympathique et un bon changement, je trouve, de rythme. Et forcément, ça a fait aussi un peu écho à l'épisode précédent où la scène d'infiltration dans la tour Borg était pas non plus pleine d'action, mais plus un truc un peu plus calme, justement, un peu plus discret, un peu plus ninja au final. Donc ça, c'est quand même vraiment aussi le bienvenu, malgré le fait qu'on n'ait peut-être pas eu autant d'exposition que dans les épisodes d'avant. Au moins, on a eu un épisode qui changeait un peu et qui était, ma foi, fort plaisant. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire pour cet épisode-là, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien n'hésitez pas, je lirai tout ça avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.